Le café de Manhattan brillait de mille feux grâce à ses lustres en cristal, tandis qu'Isabella Sterling ignorait la main tendue d'Ethan Carter, refusant catégoriquement de le saluer. Elle s'installa dans son fauteuil, ses talons de créateur claquant avec dédain sur le sol en marbre. Son regard se posa sur lui. Sa chemise simple, ses mains cailleuses, la légère tache d'huile sur son poignet. « Alors, c'est toi, Ethan, dit-elle d'une voix empreinte de dédain. Juste un mécanicien? » Le mot resta suspendu entre eux comme une insulte. Aiguisée et délibérée, elle n'avait aucune idée que dans 30 minutes, cet homme qu'elle rejetait si facilement deviendrait la seule chose qui la séparerait de la mort. Isabella Sterling dirigeait les salles de réunion avec la même efficacité impitoyable qu'elle appliquait à tout dans la vie. À 34 ans, elle dirigeait Meridian Capital, un fonds spéculatif qui brassait des milliards sur les marchés mondiaux avec une précision chirurgicale. Son penthouse s'étirait sur 40 étages au-dessus de Manhattan. Ses baies vitrées encadraient une ville qu'elle avait conquise, une OPA hostile après l'autre. Ce matin-là, comme tous les matins, elle avait pris son petit déjeuner seule à une table de 12 couverts. Son reflet se multipliait dans le marbre poli jusqu'à ce qu'elle ne sache plus quelle version était réelle. Il y a 3 ans, elle se tenait dans la cathédrale Saint-Patrick, vêtue d'une robe de mariée à 40 000 $, attendant un homme qui avait choisi ce matin-là de vider leur compte commun et de disparaître avec sa secrétaire. 200 invités ont assisté en temps réel à sa transformation de mariée en femme abandonnée, puis en quelque chose de plus dur que le diamant. L'humiliation s'est cristallisée en certitude. La vulnérabilité était synonyme de mort. L'amour était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre. Elle s'était reconstruite pour devenir quelqu'un qui frappait le premier, qui détectait les faiblesses comme un détecteur de métaux trouve des pièces de monnaie. Les gens de la classe ouvrière lui rappelaient les filles qu'elle avait été, douces, confiantes, destructibles. Ethan Carter se déplaçait avec une immobilité délibérée, du genre qui rendait l'air plus dense. À 36 ans, il se comportait comme quelqu'un qui avait appris que les menaces dangereuses s'annonçaient rarement. Ses minces balafrées, qu'il ne voyait que comme la preuve d'un travail manuel, avaient autrefois assemblé des fusils dans l'obscurité, tenu des amis mourants, construit à sa fille Lily une cabane dans les arbres capable de résister aux ouragans. La tache d'huile n'était pas de la négligence, mais de la gentillesse. Il avait réparé la voiture de Mme Chen à l'aube pour qu'elle puisse se rendre à son travail à l'hôpital. Ce qu'Isabella ignorait, c'est qu'Ethan se réveillait encore certains matins à 3h17, le sang de ses camarades morts encore frais sur les mains. Bien que 4 ans se soient écoulés depuis Kandahar, il planifiait le trajet de Lily vers l'école avec une précision militaire. Connaissant chaque sortie, chaque refuge, il se surprenait à analyser la foule à la recherche de menaces, à calculer le rayon d'action des explosions, à noter les mains visibles. Le monde civil voulait qu'il oublie son entraînement. Mais cet entraînement était devenu son squelette, et sans lui, il s'effondrerait. Il avait préféré réparer des moteurs plutôt que d'accepter des contrats militaires privés valant des centaines de milliards de dollars. Car Lily avait besoin d'un père qui rentrait à la maison tous les soirs, et non d'un père qui risquait de rentrer dans un cercueil. Leur amie commune, Chloé, avait orchestré cette rencontre avec précision, disant à Isabella qu'il s'agissait d'un contact professionnel et à Ethan qu'il s'agissait de la restauration de voitures anciennes. Aucune des deux histoires n'était vraie, mais elles étaient toutes deux plus faciles à raconter que d'expliquer que parfois, le remède à une blessure était de s'exposer à une autre. Travailler de ses mains, songeait Isabella et remuant délibérément lentement son café au lait à 16 $, devait être tellement libérateur. Pas de réunion du conseil d'administration, pas de projection trimestrielle, pas de conséquences réelles au-delà du démarrage d'un moteur. Elle sourit, d'un sourire si tranchant qu'il aurait pu couper du verre, même si j'imagine que la stimulation intellectuelle atteint rapidement un plateau. À quoi pensez-vous sous ces voitures? À vos listes de courses, aux résultats de baseball. Ethan reconnut la technique d'interrogatoire. Établir sa supériorité, rechercher les faiblesses, maintenir une distance psychologique. Il remarqua que ses doigts tambourinaient sur la table selon un rythme qui suggérait la prise de médicaments contre l'anxiété, que ses yeux suivaient chaque mouvement dans le café comme si elle calculait des voies d'évacuation. Un traumatisme. Reconnaître un traumatisme. Même sous des vêtements de marque. Hier, j'ai réfléchi à la dynamique des fluides, dit-il d'un ton neutre.
Son accent de l'Oklahoma avait presque disparu après 20 ans. Comment le liquide de frein se comporte sous une pression extrême? Comment les systèmes conçus pour arrêter quelque chose peuvent échouer de manière catastrophique si un composant est compromis? Il fit une pause, croisant son regard. J'ai aussi pensé au projet scientifique de ma fille sur Vénus. La pression atmosphérique là-bas écraserait un être humain en quelques secondes. Le sourire d'Isabella vacilla. Elle ne s'attendait pas à une résistance, comme c'est merveilleusement ésotérique. Mais je suppose que quelqu'un doit comprendre les mécanismes banals. Elle s'est penchée en arrière, le rejetant par son langage corporel. Je viens de conclure une acquisition de 300 millions qui va bouleverser l'industrie pharmaceutique. Le genre de complexité qui nécessite des années d'études pour être comprise doit être épuisant, a observé Ethan, d'un ton neutre comme de l'eau, toutes ces vies réduites à des chiffres sur des feuilles de calcul. Les mots ont atterri comme une gifle déguisée en caresse. Les yeux d'Isabella ont brillé dangereusement, et je dois. Des vies améliorées grâce à une allocation efficace des capitaux. Mais je ne m'attends pas à ce qu'un réparateur automobile comprenne l'impact macroéconomique. Tu as raison, dit simplement Ethan. Je ne comprends que les machines. Elles sont honnêtes. Quand quelque chose est commencé, on peut le voir, le réparer, le faire fonctionner à nouveau. Pas de faux semblants, pas de prise de contrôle hostile, pas de personnes détruites pour des marges bénéficiaires. Alors qu'Isabella préparait sa prochaine attaque verbale, l'attention d'Ethan s'était déjà détournée. 3 hommes étaient entrés 4 minutes plus tôt. Leurs mouvements étaient trop coordonnés pour être des inconnus, trop prudents pour être des amis. Ils avaient choisi des tables qui formaient un triangle dans la pièce, créant ainsi des chambres de tir qui se chevauchaient. Celui près de la fenêtre n'arrêtait pas de toucher ses côtes, vérifiant une arme dissimulée. Le chef près de la porte avait ce regard vide qu'Ethan avait déjà vu dans des miroirs. Son corps bougeait imperceptiblement, sa mémoire musculaire prenant le dessus. Calculer les distances. 2,5 mètres jusqu'à l'auberge la plus proche. 3,5 mètres jusqu'à la cuisine. 4,5 mètres jusqu'à la sortie. Inventorier les armes, les assiettes en céramique, le pichet en verre, le stylo tactique qu'il portait par habitude. Sa respiration se stabilisa dans un rythme de combat, tandis qu'Isabella continuait à parler de Tokyo Ventures et des jeux de pouvoir à Manhattan. « Pourriez-vous changer de place? » Ethan l'interrompit d'une voix empreinte d'une nouvelle autorité qui fit taire Isabella au milieu de sa phrase. « J'ai besoin d'être face à la porte. » Elle rit d'un rire vif et cinglant. Quelle délicieuse paranoïa. Tu crois que quelqu'un va descendre en rappel par la fenêtre? On est à Tribeca, pas en territoire taliban. Mais quelque chose dans son regard, une dureté qui n'était pas là auparavant, la fit obéir. Alors qu'il changeait de place, elle ajouta « Je suppose que c'est un truc de macho militaire. » Chloé mentionna « Tu as fait ton service, tu n'as pas supporté la vie civile. » À peine l'insulte enregistrée, Ethan regardait la main du chef disparaître à l'intérieur de sa veste. On pouvait voir l'empreinte révélatrice d'un étui d'épaule. Les 2 autres avaient cessé de faire semblant de boire leur café. Ce qui allait se passer avait été décidé. Sa main trouva son téléphone, son pouce planant au-dessus de l'appel d'urgence, mais il savait qu'il serait trop tard. Ces hommes avaient un regard mêlant désespoir et détermination, la combinaison la plus dangereuse qui soit. « Écoutez attentivement, dit-il, la voix réduite à un murmure. Dans environ 30 secondes, quelque chose de grave va se produire. Quand cela arrivera, baissez-vous et dirigez-vous vers la cuisine. Ne posez pas de questions. N'hésitez pas. Ne regardez pas en arrière. Vous pouvez le faire. » Isabella se remit à rire, mais le son s'éteignit. Son attitude avait complètement changé. Le mécanicien au caractère doux avait disparu, remplacé par quelque chose qui faisait hurler son cerveau primitif. « De quoi parlez-vous? » La serveuse étudiante qui s'approchait des 3 hommes n'avait aucune chance. Son plateau était en équilibre précaire tandis qu'elle se faufilait entre les tables. L'univers retint son souffle. Puis elle trébucha, peut-être sur la sangle d'un sac, peut-être sur rien. Le plateau s'écrasa, le café se répandant comme du sang sur le marbre. L'homme près de la fenêtre bondit en jurant et sa veste s'ouvrit complètement. Le Glock 19 était clairement visible. Son cadre en polymère noir était reconnaissable entre tous pour quiconque savait à quoi ressemblait la mort. La main d'Ethan jaillit de l'autre côté de la table, agrippant le poignet d'Isabella avec une force suffisante pour lui laisser des bleus.
Le monde bascula alors dans le chaos. Trois armes apparurent simultanément, leurs détenteurs se déplaçant avec la coordination d'hommes qui avaient planifié ce moment dans les moindres détails. Tout le monde à terre. C'est un hold-up. Personne ne bouge, personne ne meurt. La voix du chef était cassée par l'adrénaline, révélant son âge, peut-être 25 ans, trop jeune pour le poids de son regard. L'esprit d'Isabella, cette magnifique machine capable de traiter les fluctuations du marché et les opas hostiles, s'arrêta tout simplement. Le pistolet pointé vers le plafond semblait incroyablement grand, incroyablement réel. Son corps ne répondait plus à ses ordres. Elle avait négocié des contrats d'1 milliard de dollars, écrasé des concurrents, bâti un empire à partir de sa rancœur et de son ambition. Tout cela n'avait plus d'importance maintenant. Elle avait de nouveau 7 ans, cachée dans son placard tandis que ses parents criaient en bas, impuissante, petite et terrifiée. Ethan agit avant même de réfléchir, sa main la tirant sous la table avec suffisamment de force pour faire glisser ses talons de créateur sur le marbre. Son corps se plaça entre elle et le tireur, un bouclier humain qu'elle n'avait pas demandé et qu'elle ne méritait pas. « Restez baissé », ordonna-t-il d'une voix différente. Plus celle d'un mécanicien doux ou d'un père patient, mais celle forgée dans des endroits où les ordres signifiaient la survie. Ne les regardez pas, ne vous faites pas remarquer. Contrôle ta respiration. Inspire pendant 4 secondes, retiens ton souffle pendant 4 secondes, expire pendant 4 secondes, fais-le maintenant. Sa propre respiration avait déjà changé. L'oxygène envahissait son organisme en prévision de ce qui allait arriver. Le cocktail familier d'adrénaline et de calme absolu l'envahissait. Le temps s'étirait comme il le faisait toujours avant la violence. Il pouvait tout voir, le tremblement de la main du plus jeune des hommes armés, signe d'une première fois nerveuse. L'alliance que le chef n'arrêtait pas de toucher comme un talisman. Les traces de piqûres à peine visibles sur l'avant-bras du troisième homme. Ce n'étaient pas des professionnels. C'étaient des hommes désespérés sur le point de commettre une erreur irréversible. Le tireur le plus proche, celui qui avait des traces de piqûres, harcelait un couple de personnes âgées, tirant si fort sur le sac à main de la femme qu'elle tomba à terre. Son cri de douleur le fit rire, d'un rire aigu et maniaque. « C'est ça, grand-mère. Donne-moi tout. » Il était maintenant à 2 mètres, assez près pour qu'Ethan puisse sentir l'odeur aigre de la sueur du manque. Il voyait ses pupilles se contracter jusqu'à devenir 2 pointes minuscules. Un toxicomane qui vole pour se procurer sa dose est imprévisible, mais ses temps de réaction sont compromis. Sa vision périphérique est réduite. Isabella se plaqua contre le sol, sentant le marbre froid à travers son chemisier en soie. Elle pouvait voir la main d'Ethan autour de la carafe d'eau, ses doigts testant son poids avec la même précision qu'elle utilisait pour évaluer des portefeuilles. Il n'y avait aucune hésitation dans ses mouvements. Aucune peur, juste du calcul. Elle le regardait respirer, régulier comme un métronome, tandis que sa propre respiration était haletante et paniquée, au point de lui donner le vertige. Lorsque le toxicomane fut assez proche, Ethan se déplaça avec une violence si précise qu'elle semblait chorégraphiée. La carafe devint une arme, décrivant un arc qui frappa la tempe de l'homme avec un craquement humide. Le tireur tomba instantanément, son arme s'éloignant dans un cliquetis. Ethan était déjà en mouvement, ramassant le pistolet avec une efficacité acquise par l'expérience, vérifiant la chambre dans un geste si automatique qu'il ressemblait à une respiration. Mouvement de cuisine. Il a tiré Isabella pour la mettre debout, la portant à moitié alors que des balles détruisaient la machine à café à côté de laquelle ils étaient assis quelques instants auparavant. Elle a trébuché, ses talons inutiles, son corps non conçu pour ce mouvement. Sans hésiter, Ethan passa son bras autour de sa taille, la soulevant partiellement du sol pour les mettre tous les deux à l'abri derrière le comptoir de service. L'esprit d'Isabella avait du mal à assimiler ce qu'elle voyait. Cet homme qu'elle avait jugé simple, qu'elle avait raillé pour son travail manuel, se déplaçait comme un personnage sorti d'un film de Jason Bourne. Chaque geste était économique, déterminé, mortel. Quand il vérifiait les coins, quand il se déplaçait dans l'espace, quand il tenait l'arme, tout cela témoignait d'années d'entraînement, d'une mémoire musculaire acquise dans des endroits où les erreurs signifiant la mort. « Il reste 2 ennemis, dit-il, plus à lui-même qu'à elle, le chef à 12 heures, utilisant la mer comme bouclier. Le deuxième tireur sur le flanc gauche. Sa main libre trouva son visage, la forçant à le regarder. « Isabella, j'ai besoin que tu m'écoutes. Quand je bougerai,
Tu passeras par la porte de la cuisine. Il y a une sortie vers la ruelle. Cours et ne t'arrête pas. Compris? Elle acquiesça, incapable de parler. Son armure de designer avait disparu, emportée par la terreur, ne laissant que le cœur de ce qu'elle était. Une femme qui avait construit des murs si hauts qu'elle avait oublié qu'ils étaient encore faits de papier. La voix du chef trancha le chaos. « Sors, héros! Sors ou je commence à tirer sur les civils. Tu as 5 secondes. 5. » Le cri d'un enfant déchira l'air. À travers la fenêtre de service, Isabella pouvait voir que le chef avait attrapé une petite fille, âgée d'environ 5 ans, et lui pressait son arme contre la tempe tandis que sa mère sanglotait et suppliait. Le visage de la fillette était strié de larmes. Son petit corps tremblait si fort qu'on aurait dit qu'il allait se briser. 4. 3. Ethan serra les mâchoires, un muscle sautillant sous sa peau. Isabella vit la guerre se dérouler derrière ses yeux. Évaluation tactique contre coût humain. Sauver une personne contre en sauver plusieurs. Les mathématiques du combat que personne ne devrait avoir à calculer. 2. Attendez, cria Ethan. Déjà en mouvement. Je sors. Lâchez la petite fille. Il posa son arme sur le comptoir, visible mais pas abandonné, et sortit les mains en l'air. Isabella observa depuis sa cachette comment il se rendait délibérément vulnérable, s'offrant comme cible. Le pistolet du chef se tourna vers lui. La petite fille fut momentanément oubliée. « Tu as tué Marcus, dit le chef, la voix chargée de ce qui pouvait être du chagrin. C'était mon frère, mon petit frère. Et tu l'as tué pourquoi? De l'argent assuré. Quoi qu'il en soit, Isabella pouvait voir le profil d'Ethan, le voyait traiter cette information et se recalibrer. « Il n'est pas mort, dit Ethan d'une voix calme et assurée. Il a une commotion cérébrale, peut-être une fracture du crâne, mais il est vivant. Je sais où frapper, pour neutraliser quelqu'un sans le tuer. Ton frère a besoin de soins médicaux, mais il survivra si nous mettons fin à tout ça maintenant. » La main du chef qui tenait l'arme tremblait. De près, Isabella pouvait voir qu'il était jeune, peut-être 23 ans, et qu'il était épuisé d'avoir porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps. « Vous ne comprenez pas, dit-il. Ils ont ma fille, dit-il, si je ne paye pas avant ce soir. » Sa voix se brisa. Elle a 7 ans, le même âge que... Il regarda la fille qu'il tenait. Il semblait la voir vraiment pour la première fois. Le deuxième tireur, toujours près de la fenêtre, bougeait nerveusement. « Tommy, nous devons partir. Les flics vont arriver d'une seconde à l'autre. Tais-toi. » Tommy a crié, son arme balayant frénétiquement entre Ethan et la foule. « Tais-toi et laisse-moi réfléchir. » Ethan a fait un petit pas en avant, les mains toujours levées. « Tommy, regarde-moi. J'ai aussi une fille de 7 ans. Elle s'appelle Lily. Elle aime les dinosaures, le football et les pancakes aux pépites de chocolat. Un autre pas. Je sais ce que c'est que de vouloir tout faire pour les protéger. Mais ce n'est pas la solution. » Isabella observait, fascinée, Ethan transformait lentement la dynamique de la situation. Il n'élevait jamais la voix, ne proférait jamais de menaces. Il utilisait l'empathie comme une arme, la connexion comme une stratégie. Elle avait négocié des contrats de plusieurs centaines de millions avec moins de talent qu'il n'en faisait preuve à cet instant. « Tu ne sais rien, dit Tommy, mais le pistolet s'abaissa légèrement. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir des dettes envers les mauvaises personnes, de les voir envoyer des vidéos de ta fille à l'école ou au parc, te faisant comprendre qu'ils peuvent l'apprendre à tout moment. Alors trouvons une solution ensemble, dit Ethan. Mais d'abord, laisse partir la petite fille. Tu n'es pas ce genre de personne, Tommy. Tu es un père qui est devenu désespéré. Ne deviens pas quelqu'un dont ta fille aurait honte. » Pendant un instant, le monde a basculé dans le vide. Puis Tommy a relâché la fillette qui a couru en sanglotant vers sa mère. Le pistolet est tombé à ses côtés, l'épuisement l'emportant sur l'adrénaline. Je ne savais pas quoi faire d'autre. C'est alors que le deuxième tireur est entré en action. Peut-être a-t-il vu la situation se dégrader. Peut-être était-il simplement plus désespéré que Tommy. Mais son âme s'est dirigée vers Ethan avec une intention meurtrière. Assez parlé. Isabella n'a pas réfléchi. Elle ne pouvait pas réfléchir. Son corps réagit instinctivement, attrapant l'extincteur accroché au mur et le brandissant comme si sa vie en dépendait, ce qui était probablement le cas. Le cylindre métallique heurta le crâne du tireur avec un bruit semblable à celui d'une cloche. Il tomba instantanément,
le pistolet tirant une fois dans le plafond. Alors qu'il tombait, le coup de feu sembla sortir Tommy de sa transe. Il leva à nouveau son arme et la pointa sur Ethan, le doigt sur la gâchette. « Je suis désolé, dit-il. Je suis vraiment désolé. Mais je ne peux pas aller en prison, ma fille. » Ethan bougea plus vite que les yeux d'Isabella ne pouvaient le suivre. Il repoussa la main armée de Tommy juste au moment où il tirait, la balle brisant une fenêtre au lieu de trouver sa cible. Ils tombèrent ensemble, roulant sur le verre brisé et le café renversé. Tommy se battit avec la force du désespoir, mais Ethan se battit avec la précision de son entraînement. Un coup porté au nerf médian fit ouvrir la main de Tommy dans un spasme. Un coup de coude au plexus solaire lui coupa le souffle. Une prise d'étranglement prudente, maintenue juste assez longtemps, le fit perdre connaissance. Ethan roula sur le côté, haletant, sa chemise déchirée et ensanglantée par le verre. Il leva les yeux et vit Isabella debout au-dessus de lui, l'extincteur toujours levé, prête à frapper à nouveau si nécessaire. Sa tenue de créateur était ruinée. Son maquillage parfait était coulé par les larmes et la sueur, mais ses yeux brillaient d'une lueur féroce et protectrice. « Je t'avais dit de courir, dit-il. »« Oui, eh bien, sa voix tremblait, mais elle gardait son humour. Je n'ai jamais été doué pour suivre les ordres. Demandez à n'importe qui. » Les sirènes retentirent enfin, devenant de plus en plus fortes à chaque seconde. La police fit éruption quelques instants plus tard, armes à la main, criant des ordres. Ethan se mit immédiatement à genoux, les mains bien en évidence, se rendant inoffensif. Il avait eu suffisamment d'interactions avec la police militaire pour savoir que les héros et les menaces se ressemblaient dans le chaos. Pendant que la police faisait le tri sur les lieux, les ambulanciers affluaient. L'une d'entre eux, une jeune femme aux mains douces, insista pour examiner Ethan. Elle coupa sa chemise pour vérifier s'il était blessé. Isabella vit toute l'histoire de sa vie écrite dans ses cicatrices, ses blessures par balles, ses marques d'éclats d'obus, ses brûlures, chacune représentant un moment où il avait choisi de s'interposer entre le danger et des innocents. Sa gorge se serra d'une honte si profonde qu'elle eut l'impression de se noyer. « Monsieur, nous devons vous emmener à l'hôpital », dit l'ambulancière en montrant la profonde entaille le long de ses côtes. Là où le tir sauvage de Tommy l'avait effleuré plus profondément qu'il ne l'avait laissé entendre. « Je vais bien », protesta Ethan, mais son visage était devenu pâle, l'adrénaline ne masquant plus la douleur. « Ma fille, Lily, l'école finit à 15 heures. Je dois y aller, je m'en occupe, » dit Isabella, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. « Quelle école? Je vais la faire chercher et l'amener à l'hôpital. » Ethan scruta son visage. Cette femme qui venait de passer 2 heures à lui dire à quel point il était insignifiant, qui avait brandi son succès comme un scalpel pour disséquer ses prétendus échecs. Pourquoi? La question resta en suspens entre eux, exigeant une réponse honnête. « Parce que, dit-elle lentement, vous venez de saigner pour des inconnus. Pour moi. Après que j'ai... » Elle ne put finir, incapable d'exprimer la cruauté dont elle avait fait preuve. « S'il te plaît, laisse-moi faire ça. » Il lui donna les informations sur l'école et les coordonnées de son ex-femme pour la liste des personnes à récupérer. Alors que les ambulanciers le chargeaient dans l'ambulance, Isabella monta sans demander la permission. Cette nuit-là, Isabella se tenait dans son penthouse. Mais cela semblait différent maintenant. Ce n'était plus une forteresse, mais un mausolée. Les lumières de la ville en contrebas semblaient froides, lointaines, sans importance. Elle repassait sans cesse dans sa tête le moment où Ethan s'était offert en échange des otages. Quand il avait convaincu Tommy avec empathie plutôt qu'avec la force, tout son argent, tout son pouvoir avaient été inutiles. Ce qui avait compté, c'était le courage, la compassion, la volonté de se sacrifier pour les autres. Elle se dirigea vers son bureau, passa devant des photos d'elle avec des PDG et des politiciens, passa devant des couvertures de magazines encadrées, la présentant comme une femme à suivre et une titane de l'industrie. Elle lui semblait être des artefacts d'une autre vie, une vie où elle croyait que le succès signifiait être plus dur que les autres, que la vulnérabilité était une faiblesse, que les gens comme Ethan n'étaient pas dignes d'intérêt. Son téléphone vibrait, lui signalant des messages de son équipe de direction, de journalistes qui avaient entendu parler de l'incident, de sa mère, lui demandant si elle avait vu les informations. Elle les ignora tous. Au lieu de cela, elle sortit le numéro d'Ethan, enregistré sous mécanicien, avec un dédain désinvolte,
et le fixa du regard. À l'hôpital, elle avait rencontré Lily. La petite fille avait les yeux d'Ethan et son calme, posant des questions sérieuses sur les blessures de son père avec le sang-froid de quelqu'un qui avait appris trop jeune que parfois, papa rentrait à la maison blessé. Isabella était restée pendant qu'il parlait, regardant Ethan passer de guerrier à père. Sa voix s'adoucissait, tandis qu'il assurait à Lily qu'il allait bien, que les méchants étaient partis, qu'elle était en sécurité. « C'est la princesse ?» avait demandé Lily en regardant Isabella avec des yeux curieux. « La princesse ?» Isabella était perplexe. Papa a dit qu'il allait rencontrer une princesse aujourd'hui, quelqu'un qui vit dans une tour et qui ne descend pas souvent. Ethan avait rougi légèrement. « J'ai dit qu'elle avait réussi, Lily. Tu as dit qu'elle était triste. » Lily l'avait corrigé avec la franchise brutale des enfants. « Tu as dit que parfois, les gens construisent des tours si hautes qu'ils oublient comment en descendre. » Ce souvenir fit monter les larmes aux yeux d'Isabella. Elle avait construit une tour si haute qu'elle ne voyait même plus le sol. Mais aujourd'hui, Ethan l'avait ramenée sur terre, lui avait montré ce qu'était la vraie force. Ce n'était pas des rachats hostiles ou l'écrasement de concurrents. C'était un père tenant de la main de sa fille avec ses doigts balafrés. C'était se sacrifier pour sauver des inconnus. C'était choisir l'empathie plutôt que la violence, même lorsque la violence aurait été justifiée. Le lendemain matin était gris et incertain. Isabella avait à peine dormi, son esprit repassant chaque instant du vol, chaque mot qu'elle avait dit avant que cela n'arrive. Elle s'habilla avec soin, un jean et un polo, des vêtements qu'elle avait dû commander car sa garde-robe ne contenait que des armures. Pas de marque de créateur, pas de tailleur, juste du tissu pour couvrir une peau qui lui semblait trop sensible, trop exposée. Elle les trouva dans le parc dont Ethan avait parlé lorsqu'il avait donné les informations sur l'école. Il était assis sur un banc, bougeant avec raideur, tandis que Lily jouait sur les balançoires. Son côté droit était bandé sous son T-shirt et elle pouvait voir qu'il souffrait lorsqu'il changeait de position. Mais il était là pour sa fille, comme il l'avait promis. Isabella s'approcha lentement, portant un sac provenant d'une librairie et un plateau avec du café. « Bonjour », dit-elle, ce mot lui semblant inadéquat. Ethan leva les yeux, l'air surpris. « Isabella, qu'est-ce que tu fais ici? »« Je voulais prendre de vos nouvelles, à tous les deux. » Elle lui tendit le café, noir, sans sucre, comme elle l'avait vu le boire. « Et j'ai apporté quelque chose pour Lily. » Elle sortit le livre, une histoire sur un chevalier courageux qui était aussi un brillant inventeur. J'ai pensé que quelqu'un qui aime les dinosaures aimerait aussi les histoires sur différentes formes de force. Lily accourut et examina le livre avec cette expression sérieuse qu'Isabella commençait à reconnaître. « Le chevalier est une fille », fit-elle remarquer en montrant la couverture. « Les chevaliers les plus forts le sont parfois », répondit Isabella. Lily réfléchit puis acquiesça. « Comme toi avec l'extincteur. Papa m'a dit que tu avais frappé le méchant. C'était courageux. » Isabella eut la gorge serrée. « C'est ton père qui a été courageux. »« Papa est toujours courageux, » dit Lily d'un ton neutre. « Mais il a dit que tu avais été courageuse toi aussi, même si tu avais peur. Il a dit que c'était le plus grand courage. » Ethan se déplaça sur le banc pour lui faire de la place. « Assieds-toi, dit-il simplement. » Isabella s'assit, très consciente de l'espace qui les séparait. De la différence entre ce moment et leur premier rendez-vous catastrophique. « Je te dois des excuses, commença-t-elle. « Plusieurs, en fait. »« Ce que j'ai dit, la façon dont j'ai agi, tu te protégeais, » l'interrompit Ethan. « Je l'ai vu dès le début. La façon dont tu vérifiais sans cesse les issues, dont tu tenais ton téléphone comme un bouclier. Il t'est arrivé quelque chose. Quelque chose qui t'a fait décider que l'attaque était plus sûre que la vulnérabilité. » Elle le fixa du regard. « Comment as-tu deviné? » De la même façon que tu l'as probablement remarqué. Je plie ma serviette en coin militaire et je vérifie chaque pièce 2 fois quand j'y entre. Un traumatisme reconnaît un autre traumatisme. Cette simple vérité brisa quelque chose en elle. J'étais censé me marier il y a 3 ans. Il s'est enfui ce matin-là avec tout. L'argent, la dignité, la foi en les gens. Je me suis reconstruite pour ne plus jamais avoir besoin de personne, pour ne plus jamais être faible. Et je suis revenu d'Afghanistan avec des morceaux manquants, dit Ethan doucement. Pas des morceaux physiques, ceux-là ont guéri, mais des parties de moi qui savaient comment faire confiance, comment se détendre, comment croire que le monde était fondamentalement sûr. Mon ex-femme a essayé de m'aimer pour que je redevienne celui que j'étais avant, mais cette personne est morte à Kandahar avec mon coéquipier.
Tout ce que je pouvais faire, c'était construire quelque chose de nouveau à partir de ce qui restait. Ils sont restés assis en silence, regardant Lily balancer ses jambes sur la balançoire, atteignant le ciel à chaque arc. Je ne sais pas comment ne pas être celle que je suis devenue, a admis Isabella. Aujourd'hui, au bureau, je me suis surprise à vouloir humilier un stagiaire pour une erreur mineure. C'est comme une mémoire musculaire maintenant. Frapper en premier, garder ses distances, ne jamais montrer de faiblesse. Il faut s'entraîner, a dit Ethan. Désapprendre les mécanismes de survie quand on n'en a plus besoin. Mais Lily m'aide. Les enfants ne vous laissent pas garder vos distances. Ils ont besoin de tout votre être, pas seulement des parties que vous avez décidé de montrer. Je ne sais rien des enfants, dit Isabella. Personne ne sait rien avant d'avoir à apprendre. Il fit une pause, puis ajouta « Ce café est en train de refroidir. » Elle baissa les yeux vers la tasse intacte qu'elle tenait entre ses mains. « En fait, je n'aime pas le café, » admit-elle. « Je le bois parce que les PDG sont censés fonctionner à la caféine et à l'ambition, » dit-il en riant. Un vrai rire qui le fit plier en deux et appuyer une main sur ses côtes. « Je n'aime pas ça non plus. Ça me rappelle le déploiement. Brûlant, amer, nécessaire, mais pas agréable. Alors pourquoi en bois-tu? Parce que c'est ce que font les gens normaux lors d'un rendez-vous autour d'un café. L'absurdité de la situation. Le fait qu'ils buvaient tous les deux quelque chose qu'ils détestaient pour se comporter normalement fit rire Isabella aussi. Nous formons un drôle de duo, n'est-ce pas? Le PDG qui ne peut s'empêcher d'attaquer et la soldate qui ne peut s'empêcher de défendre. C'est peut-être pour ça que Chloé nous a mis en couple, suggéra Ethan. Elle a vu deux personnes qui avaient besoin de se rappeler qu'il existait d'autres façons d'être. Lily a couru alors, leur saisissant les mains à tous les deux. Venez me pousser sur la balançoire, tous les deux. Et c'est ce qu'ils firent. Isabella d'un côté et Ethan de l'autre, synchronisant leurs poussées, tandis que Lily poussait des cris de joie. Pendant un instant, Isabella oublia les opas hostiles et les stratégies de marché. La main d'Ethan effleura la sienne pendant qu'il poussait, et il ne la retira pas. Elle non plus, j'aimerais réessayer, dit soudain Isabella. Le rendez-vous, je veux dire. Sans armes, sans vol et sans que je sois horrible, dit Ethan en la regardant, l'évaluant. Je ne suis pas quelqu'un de facile à vivre, prévint-il. Je fais des cauchemars. Je vérifie compulsivement les issues. Parfois, je m'égare dans mes pensées et je ne retrouve pas mon chemin pendant des heures. Et Lily passe avant tout. Toujours. Je ne suis pas facile non plus, rétorqua Isabella. Je travaille trop. J'ai des problèmes de confiance qui mériteraient leur propre code postal. Je vais probablement dire quelque chose de cruel par accident, car c'est mon mode de fonctionnement par défaut, et je ne sais pas comment faire partie de quelque chose au lieu d'en être responsable. On dirait qu'on est fait l'un pour l'autre, dit-il d'un ton sec. Mardi, suggéra-t-elle, au même café. Apparemment, ils rouvrent avec une sécurité renforcée et du café gratuit pour les survivants. Tu viens de dire que tu n'aimes pas le café. Alors on boira du thé et on fera semblant que c'est du café. On est doué pour faire semblant. Cette fois, quand il rit, elle remarqua comment son visage se transforma, adoucissant son hypervigilance en quelque chose de plus jeune, de plus léger. Mardi, a-t-il accepté. Mais je ne m'assierai toujours pas dos à la porte. Je n'en attendrai pas moins. Le mardi était exceptionnellement chaud. Le printemps s'imposait face au dernier soubresaut de l'hiver. Isabella est arrivée en avance, n'ayant changé de tenue que 2 fois cette fois-ci. Un progrès, pensa-t-elle. Le café avait de nouvelles fenêtres en verre renforcé qui reflétaient la lumière différemment. Un agent de sécurité lui fit un signe de tête et elle reconnut de la fatigue dans ses yeux. Probablement un autre vétéran embauché parce qu'il savait reconnaître la violence avant qu'elle ne se manifeste. Ethan arriva pile à l'heure, et lorsqu'il lui tendit la main pour la saluer, elle la prit correctement, sentant les callosités qu'elle avait autrefois moquées, comprenant maintenant qu'elles étaient la preuve d'un travail important. Réparer des choses, construire des choses, tenir la main de sa fille à travers les tempêtes de la vie. Alors, dit-elle alors qu'il l'installait face à la porte, elle accepta que c'était ainsi qu'il était. « Parlez-moi de la mère de Lily. » La question le surprit, mais il répondit honnêtement. Sarah l'avait rencontrée à l'université avant que je sache qui j'étais ou ce que je deviendrais. Elle avait attendu pendant 2 déploiements, mais le 3e nous avait séparés. Je suis revenu différent.
Pas pire, juste différent, plus calme. J'avais perdu la capacité de me soucier des petites choses. Je ne pouvais plus faire semblant de m'inquiéter d'avoir manqué une réservation au restaurant alors que j'avais vu ce qui comptait vraiment. Elle a essayé. Mon Dieu, elle a essayé. Mais on ne peut pas aimer quelqu'un pour le ramener à ce qu'il était avant. Est-ce que ça te manque? Ce que tu étais avant? Ethan réfléchit attentivement. Parfois, ça me manque de pouvoir dormir sans vérifier 3 fois les serrures. Croire que la plupart des gens sont fondamentalement bons me manque. Mais cette version de moi n'aurait pas pu protéger ces gens hier. Je n'aurais pas pu calmer Tommy ni sauver la vie de tout le monde. Peut-être devenons-nous ce que nous devons être et non ce que nous voulons être. Et Sarah, elle est heureuse maintenant. Elle a épousé un enseignant. Elle a 2 autres enfants. C'est un homme bien, doux dans tous les domaines où je suis dur. C'est mieux pour elle. C'est mieux pour Lily de voir qu'il existe différentes façons d'être un homme. Isabella s'est surprise à lui raconter le mariage qui n'a pas eu lieu, à lui raconter comment elle se tenait dans cette église avec l'impression de se dissoudre, à lui raconter le moment où elle a décidé de devenir quelqu'un qui ne pouvait pas être quitté parce que personne ne pouvait s'approcher suffisamment pour partir. Je pensais que l'argent était une armure, que le pouvoir était une arme. Si j'étais plus riche, plus méchante, plus brillante que tous les autres, je serais en sécurité. Étais-tu en sécurité? J'étais vide, admit-elle, prospère et vide. J'avais tout gagné et je n'avais rien. Ils discutèrent pendant 3 heures, après le café et le thé, pendant le déjeuner et jusqu'à l'après-midi, lorsque la lumière oblique transforma le café en un lieu doré. Elle a appris qu'il lisait des ouvrages de philosophie pour essayer de comprendre ce qu'il avait fait pendant la guerre. Il a appris qu'elle regardait dans secret des émissions de télé-réalité sur les femmes au foyer pour se rappeler que tout le monde avait des problèmes, même avec de l'argent. Elle a découvert que sa gentillesse était un choix. Ce n'était pas un défaut. Il était capable de violence, mais il choisissait la paix chaque jour, à chaque instant. Il découvrit que sa cruauté était de la peur cristallisée, qu'en dessous se cachait quelqu'un qui avait autrefois cru si profondément en l'amour que sa trahison avait nécessité une transformation complète pour survivre. « Je dois aller chercher Lily, dit-il finalement, à contre-cœur. Je peux venir. » La question l'a surpris autant que lui. Je veux dire, si ça te va, je lui ai acheté un autre livre. Je pourrais peut-être le lui donner. Le côté domestique d'aller chercher un enfant à l'école était si étranger à son monde de réunions de conseils d'administration et de décisions à des milliards de dollars. Mais quand Lily les vit toutes les deux et courut vers eux avec son sac à dos qui rebondissait, quand elle saisit la main d'Isabella aussi naturellement qu'elle saisissait celle d'Ethan, quelque chose se brisa dans la poitrine d'Isabella. Le samedi arriva, gris et pluvieux. Mais Isabella se tenait sur la touche avec les autres parents, chaussée de bottes de pluie qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens, mais se sentant plus réelle qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle applaudissait quand Lily frappait le ballon, la plupart du temps dans la mauvaise direction, et riait quand tous les enfants se précipitaient dessus en groupe. Après le match, dans la pizzeria qui sentait la graisse et résonnait des voix des enfants, Isabella a aidé Lily à ouvrir son jus de fruits et l'a écouté expliquer pourquoi les T-Rex étaient les meilleurs dinosaures. Les autres parents les ont naturellement inclus dans leurs conversations sur les événements scolaires et les fêtes d'anniversaire. Ce soir-là, après que Lily se soit endormie, ils se sont tenus debout dans la petite cuisine d'Ethan pendant qu'il préparait du café. Aucun d'eux ne voulait partir, par habitude et par nervosité. La vie domestique, le réfrigérateur encombré et recouvert des dessins de Lily, la vaisselle qui séchait dans l'égouttoir, tout cela rendait Isabella étouffée par un sentiment de nostalgie qu'elle ne savait pas nommer. « Je ne sais pas comment faire, admit-elle. Faire partie de quelque chose de petit, de réel et d'important. Moi non plus, dit-il. Je sais comment survivre, comment protéger, comment compartimenter. Mais ça, dit-il en faisant un geste entre eux deux, ça me terrifie plus que n'importe quel combat. Pourquoi? Parce qu'au combat, le pire qui puisse arriver, c'est de mourir. Ici, le pire, c'est que Lily s'attache et soit blessée, ou que je te laisse entrer dans ma vie et que tu te rendes compte que je suis trop abîmé, trop difficile, trop compliqué. Isabella posa son café intact et s'approcha de lui. Et si j'étais tout aussi abîmé? Et si nous étions tous les deux trop difficiles? Et si cela nous rendait parfaits l'un pour l'autre,
Parce que nous comprenons le prix à payer pour se reconstruire. Il la regarda longuement. Cette femme qui était entrée dans sa vie avec cruauté et chaussures de marque, qui avait brandi un extincteur contre un homme armé qui apprenait à redevenir doux malgré tous ses instincts qui s'y opposaient. Cela pourrait mal tourner, l'avertit-il. Tout pouvait mal tourner. Mais aujourd'hui, tout allait bien. Il l'embrassa alors, en prenant soin de ses côtes encore en convalescence. Conscient de sa tendance à fuir, il fut doux et interrogateur. Rien à voir avec la passion qu'elle avait connue auparavant. Pas de conquête, pas de revendication, juste une connexion, juste une possibilité. 3 mois devinrent 6. Isabella a pris le rythme de leur vie. Les matins tôt, préparer Lily pour l'école. Les cauchemars d'Ethan. Cela signifiait que certaines nuits, il disparaissait dans le garage pour reconstruire un moteur jusqu'à ce que ses mains cessent de trembler. Les matchs de football où elle encourageait plus fort que quiconque. Elle commença à travailler depuis l'appartement d'Ethan. Parfois, son ordinateur portable avait l'air absurde sur sa table de cuisine rayée, et elle participait à des conférences téléphoniques pendant que Lily colorait à côté d'elle. Ce n'était pas facile. Elle dérapait parfois, faisant des remarques acerbes qui auraient dévasté un rival commercial, mais qui blessaient Ethan d'une manière qui prenait des jours à guérir. Il se renfermait parfois sur lui-même, présent mais inaccessible, menant des combats dans des pays qu'elle n'avait jamais vus. Mais il y avait aussi des moments de grâce, quand Ethan lui apprenait à changer l'huile, ses mains sur les siennes, lui montrant comment sentir quand quelque chose n'allait pas, rien qu'au toucher. Quand Isabella enseignait à Lily les intérêts composés à l'aide de sa tirelire, rendant les mathématiques magiques, la maison qu'ils trouvèrent était à Brooklyn, assez proche du travail d'Isabella, mais assez loin pour se sentir éloigné de ce monde. 3 chambres, 2 salles de bain, un jardin qui avait besoin d'être aménagé. Un garage qui faisait briller les yeux d'Ethan. Le jour du déménagement arriva au printemps, 1 an après ce premier rendez-vous violent. Lily dirigeait le trafic avec le sérieux d'un général, s'assurant que ses dinosaures étaient correctement placés dans sa nouvelle chambre violette. Ce soir-là, dans leur nouvelle maison, avec des cartons encore partout et Lilia endormie à l'étage, Isabella trouva Ethan sur la terrasse arrière, regardant les étoiles à peine visibles à travers la lueur de la ville. « Des regrets ?» demanda-t-elle en s'installant à côté de lui. « Non, je réfléchis juste à notre parcours. À la façon dont j'ai dû traverser l'enfer pour trouver ça. À la façon dont tu as dû construire ces murs pour apprendre à les abattre. À la façon dont un violent cambriolage est devenu l'histoire de nos origines. On devrait probablement dire aux gens qu'on s'est rencontrés dans un café, suggéra Isabella. Oublions les armes et la crise existentielle. Lily ne nous laissera pas faire. Elle a déjà raconté à toute sa classe que tu es une princesse qui a combattu des méchants avec un extincteur. Isabella rit, puis redevint sérieuse. J'ai failli perdre ça. J'ai failli laisser ma peur et mes préjugés me priver de cette vie. Si tu n'avais pas été patiente, si tu n'avais pas vu au-delà de l'armure, nous nous sommes sauvés mutuellement, dit Ethan simplement. Tu m'as rappelé qu'il y a une vie au-delà de la survie. Je t'ai rappelé qu'il y a de la force au-delà de la conquête. 5 ans après ce premier rendez-vous, Isabella se tenait dans leur garage, les mains couvertes de graisse, aidant Ethan à reconstruire un moteur pendant que Lily faisait ses devoirs à l'établi. Ses vêtements de créateur étaient suspendus dans le placard, portés lors des réunions du conseil d'administration, où elle était toujours féroce, mais plus cruelle. Elle avait appris la différence entre la force et la dureté, entre le succès et la valeur. Tan vérifiait toujours les serrures, préférait toujours les sièges face aux portes, disparaissait encore parfois dans des cauchemars qu'elle ne pouvait pas suivre. Mais il riait aussi davantage, dormait mieux, avait appris à croire que les bonnes choses pouvaient durer si l'on était prêt à se battre pour elles différemment de ce que l'on avait fait auparavant. « Maman, » Lily dit qu'elle avait commencé à appeler Isabella ainsi 2 ans auparavant. Naturellement, sans discussion, « Peux-tu m'aider avec ces maths? » Une fois que nous aurons terminé, dit Isabella, les mains plongées dans la machinerie, elle commençait à comprendre. Ton père m'apprend la combustion. C'était leur vie maintenant, ordinaire et extraordinaire, construite sur une base de café qu'ils ne buvaient pas. Ils avaient survécu à la violence. Et à l'acte radical de choisir de faire confiance après que la confiance ait été trahie. Ils avaient appris que l'amour n'était pas l'absence de dommages, mais la présence de la grâce.
Que les familles ne naissaient pas, mais se construisaient. Que parfois, le pire premier rendez-vous pouvait devenir la meilleure vie si l'on était assez courageux pour réessayer. Et dans leur petit coin de Brooklyn, dans une maison qui avait constamment besoin de réparation, avec une chambre violette et un garage qui sentait l'huile de moteur et les possibilités, ils avaient trouvé quelque chose qui valait plus que tous les millions d'Isabella ou toutes les médailles d'Ethan. Ils avaient trouvé un foyer.